donc je suis Anne Gosto, je suis assistante sociale dans un établissement de santé ayant une activité de dialyse et de néphrologie depuis déjà bien longtemps. J'ai passé une grosse partie de ma carrière à travailler auprès et à accompagner des personnes atteintes d'une pathologie rénale. Alors, les missions d'une assistante sociale dans un service social, on va dire spécialisé, ça vont être de proposer un accompagnement social à chaque étape de la maladie, dans la mesure où on peut recevoir les gens lorsqu'ils sont suivis pour leur pathologie chronique, suivis au moment d'une prise en charge en traitement de suppléance et aussi après la greffe. Notre travail va être de proposer et d'être à la disposition des personnes et rencontrant des difficultés liées à la pathologie et ayant des répercussions sur la vie sociale, professionnelle, familiale. Alors, ça peut être très différent. On peut être dans des réalités de grande précarité qui étaient déjà présentes en amont, avec un isolement social, des difficultés de fragilité et de vulnérabilité au niveau du budget, qui vont être encore plus accentuées au moment d'une prise en charge dans une maladie comme la maladie rénale. L'accès aux soins, l'aide à la mutualisation, la protection, il va y avoir beaucoup de questions au niveau des assurances. On va aussi beaucoup travailler autour de l'emploi, de l'insertion professionnelle et surtout du maintien dans l'emploi. Le but étant, à toutes ces étapes-là et tout au long de la carrière, c'est de préserver et d'essayer de maintenir, dans la mesure du possible, les revenus. On va aussi beaucoup intervenir au niveau du domicile, du maintien à domicile pour les personnes plus âgées ou les gens qui vont cumuler des handicaps physiques. Et du coup, on va les aider à s'orienter dans les différents dispositifs liés à cela. Et puis, on va être aussi assez présent pour les aidants, parce que pour les aidants, c'est compliqué, c'est difficile, et on essaye d'être au maximum présent et bien les accompagner, même eux aussi, dans les dispositifs qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir accompagner au mieux leurs proches. Je m'appelle Sylvie Mercier, j'ai été jusqu'à il y a quelques mois médecin conseil de l'assurance maladie. Quel est le rôle du médecin conseil de l'assurance maladie? En fait, c'est un rôle qui est médico-administratif. Les médecins conseils restent médecins, mais ils appliquent des réglementations en fonction de la situation des patients. Par exemple, dans le cadre de la maladie rénale, la première chose qui est attribuée, c'est l'ALD, l'affection de longue durée, donc on va expliquer plus tard ce que c'est. Enfin, c'est pour permettre la prise en charge à 100%. Finalement, nous aussi, on a un rôle dans le maintien des revenus. Et puis, après, c'est le suivi des arrêts de travail lorsque les gens ont besoin d'un arrêt de travail, avec l'orientation du patient vers son médecin du travail, une assistante sociale, etc., pour les aider à maintenir leur emploi, ou les orienter vers la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour qu'en cas d'impossibilité de maintien de leur emploi, ils s'orientent vers une réorientation professionnelle à l'aide de la MDPH, qui est une espèce, on en reparlera aussi, mais de guichet unique qui permet d'orienter d'orienter les gens dans la complexité des différents mécanismes, organismes qui permettent de se réorienter au niveau professionnel. Ensuite, si les personnes ne sont plus aptes ou plus en capacité de travailler, c'est le médecin conseil de l'assurance maladie qui va attribuer une invalidité, c'est-à-dire là aussi encore une pension de manière à compenser la perte de revenus liée à la maladie. Après, il y a d'autres rôles du médecin conseil, mais je pense que ça sort un petit peu de la compétence directe auprès des malades. Anne, qu'est-ce que la MDPH? C'est la loi du 11 février 2005 qui a créé les MDPH.
qui vont être vraiment une structure unique et dédiée aux personnes, on va dire, porteurs d'un handicap. Ça va être les seuls à avoir cette compétence de reconnaître effectivement et de proposer cet accompagnement, ainsi qu'alors ça peut être aussi un accompagnement à la famille, parce que maintenant il y a une nouvelle partie aidant familial dans les vocations, dans les missions pardon, de la MDPH. Qu'est-ce qu'une ALD? Affection de longue durée. À quelle prestation puis-je prétendre si je suis inscrit en ALD? Alors, l'affection de longue durée, en fait, il y en a deux sortes. La première, c'est une ALD non exonérante, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas le 100%, ça permet essentiellement un remboursement des transports et la prise en charge de l'arrêt de travail pour une durée supérieure à 6 mois, qui peut aller jusqu'à 3 ans. Par contre, la LD exonérante, qui concerne en règle générale les personnes atteintes d'insuffisance rénale, c'est une prestation qui permet aux patients d'être remboursés à 100% pour les soins qui concernent cette affection. Alors, il y a d'autres prestations que Anne va vous préciser. Alors, concernant l'ALD, on va dire ce qui va se passer de façon plus au niveau de la prise en charge que va apporter l'ALD, pardon. Les indemnités journalières qui sont en lien avec une affection longue durée, c'est-à-dire qu'on a un arrêt de travail en lien avec une affection longue durée, ce qui se coche sur le CERFA de l'arrêt de travail, qui est coché par le médecin, va permettre d'être exonéré d'impôts, en tout cas pour ces indemnités journalières. Pas pour le maintien proposé par la prévoyance, mais en tout cas spécifiquement pour les indemnités journalières. En plus, le calcul de ces indemnités journalières va être un petit peu plus favorable parce qu'il va se faire de date à date. Voilà, l'ALD, c'est aussi la prise en charge à 100% de toutes les prestations en nature en lien direct avec cette ALD. Quand je dis en lien direct, ça peut être aussi ce qui va en découler. On peut avoir une pathologie en conséquence d'autres pathologies et tout ça, ça peut être en lien dans le cadre de l'ALD. Et puis, il va y avoir la possibilité d'avoir le tiers payant. Et enfin, probablement, mais là, je vais demander à Sylvie d'être un peu plus précise là-dessus, l'accès à une prise en charge des transports qui pourrait être un petit peu plus favorable que lorsqu'on n'est pas en ALD. Oui, tout à fait. En fait, les transports, en règle générale, ne sont pas pris en charge. Il faut avoir un motif de prise en charge pour qu'il le soit, c'est-à-dire que là, l'ALD permet la prise en charge de tous les transports. Alors là encore, c'est en rapport avec l'affection qui entraîne la nécessité de ces transports. Donc ça peut être à l'hôpital, ça peut être chez son médecin traitant, ça peut être chez le kiné. Ou même sur de plus longues distances, mais là, il faut faire une demande d'accord préalable auprès de la caisse pour être sûr d'être remboursé. Voilà. Je vais faire juste une petite précision sur l'ALD et les franchises médicales, parce qu'il y a souvent un peu les gens pensent souvent que lorsqu'on est prêt à 100%, on n'est pas forcément concerné par les franchises qui… et les forfaits. Le petit 1 € qu'on voit défiler sur les décomptes sécurité sociale. Du coup, il n'y a que lorsqu'on est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, par exemple, où on est dans une situation pouvant le justifier, qu'on peut être éventuellement exonéré de ces franchises médicales, mais pas le 100%. En tout cas, ce n'est pas par ce biais-là qu'on l'est. Les gens sont souvent surprises et c'est pour ça que je le précise. Alors, il faut juste savoir que ces franchises médicales, elles sont plafonnées à 50 €. On ne peut pas retirer plus de 50 € par franchise. Donc 2 fois 50 € par an. Et c'est vrai que quand on a une pathologie chronique, on les atteint quoi qu'il arrive sur une année civile. Juste préciser, en fait, il y a les forfaits qui jouent sur tout ce qui est consultation et les franchises qui jouent sur ce qui est prestations type médicaments, transport, voilà. Et effectivement, c'est 50 € chacune, donc ça veut dire qu'on
quand on a une pathologie chronique et qu'on a quand même assez souvent des médicaments, des consultations, on risque quand même assez souvent d'atteindre les 100 euros. Et comme les patients sont en tiers payant, il faut savoir que la caisse peut les récupérer d'un seul coup. Par exemple, si vous avez une prestation qui n'aura pas été prise en charge, enfin au tiers payant une fois de temps en temps, vous pouvez ne pas avoir de remboursement du tout parce que la caisse peut récupérer 2 ou 3 ans d'un seul coup, si elle n'a pas pu le faire avant. Il n'y a pas je ne crois pas qu'il y ait de délai maximum. Non. Donc, en fait, tout ce qu'ils peuvent récupérer, ils le récupèrent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, et le type de prestation pour laquelle nous pouvons la solliciter? Alors, en fait, c'est la loi du 11 février 2005 qui a créé dans chaque département les maisons départementales pour les personnes handicapées. Avant, on appelait ça les cotorep. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je sais que des patients, souvent, lorsque je dis MDPH, ne savent pas, mais ceux qui sont de ma génération, la cotorep, ça leur parle. Alors, la MDPH est un lieu unique, c'est un service public qui est vraiment au service des personnes porteuses d'un handicap et qui est là pour les accueillir, les informer et les accompagner effectivement dans leur histoire de vie, et elle va pouvoir intervenir dans plusieurs domaines. Alors, déjà, c'est à la MDPH qu'on fait la demande de la carte d'invalidité, qu'on appelle maintenant la carte mobilité inclusion. Seule la dialyse permettra l'octroi d'un taux supérieur ou égal à 80% au niveau de la carte d'invalidité. Et ce taux va permettre une exonération, par exemple, des impôts. La possibilité d'être prioritaire dans les transports, dans les files d'attente, dans les administrations. Les impôts, c'est partiel. L'exonération des impôts, c'est partiel. Enfin, en fait, c'est une demi-part supplémentaire. Voilà, tout à fait. Je voulais préciser. L'exonération est soumise à revenu. Tout à fait. C'est une demi-part. Ça peut être sous condition de ressources, un dégrèvement sur les autres impôts que les impôts sur le revenu. Voilà, il y a des conditions. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des impôts pour en connaître plus précisément les conditions, parce qu'en fait, quand on est… il y a certains dégrèvements qui sont qu'à la discrétion des impôts selon les conditions de ressources. Voilà. La carte de stationnement. Alors, la carte de stationnement, ce n'est pas quelque chose dont on peut bénéficier systématiquement parce qu'on a un traitement comme la dialyse ou la greffe ou être atteint d'une pathologie rénale. C'est vraiment un critère physique, un critère d'autonomie et de déplacement. Il faut… Voilà, pour essayer d'être rapide, le critère principal, ça va être d'avoir une mobilité ne permettant pas un périmètre de marche supérieur à 200 mètres. La MDPH va avoir d'autres missions, c'est celle de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est aussi quelque chose d'accessible pour les personnes atteintes de pathologie rénale. Et cette reconnaissance, faut déjà savoir que 6% de travailleurs reconnus travailleurs handicapés doivent être employés dans les entreprises de plus de 20 salariés, sous peine de payer une grosse amende. Et les employeurs vont payer une grosse amende s'ils n'ont pas effectivement ce mot terrible de quota dans leur entreprise. La reconnaissance, elle va aussi permettre d'accéder à un accompagnement dédié et adapté à la prise en compte du handicap dans la vie du travail, dans les conditions, dans la nécessité des aménagements. Pôle emploi doit se donner, si les personnes sont à la recherche d'un emploi, de proposer un accompagnement adapté, et ils ont du personnel spécialisé pour ça. Et il y a aussi la possibilité d'accéder à Cap Emploi, qui est, on va dire, un petit peu à côté de Pôle emploi, puisqu'ils n'ont pas la mission de Pôle emploi, mais ils ont la mission d'accompagnement, aussi de recherche et de démarche auprès des employeurs pour les encourager à employer des personnes reconnues travailleurs handicapés. Il y a aussi tout un versant qui est lié à l'enfant et le handicap de l'enfant,
avec l'allocation d'éducation à l'enfant handicapé et qui, voilà, quelque chose que je maîtrise moins bien, mais les assistantes sociales intervenant en pédiatrie maîtrisent très très bien la mise en place de cette prestation et elle va permettre, par exemple, lorsque le handicap de l'enfant va nécessiter la présence des parents, va créer un manque à gagner parce qu'ils vont travailler à temps partiel, voire arrêter de travailler, d'essayer de mettre en place une compensation autour de ça, qui ne va jamais compenser la réalité de la perte, mais qui va être dans cette démarche-là. Il va y avoir aussi tout un versant sur le handicap, on va dire, plus physique, avec la possibilité de bénéficier de la prestation de compensation du handicap, soit dans le cadre d'une aide humaine, soit dans le cadre d'une aide technique. Voilà, ça peut aller jusqu'à l'aide au financement d'un chien pour les personnes qui sont atteintes d'une cécité. Cette PCH, par contre, je le précise bien, ne va concerner les personnes que jusqu'à 60 ans, en tout cas au moment où on fait le dossier. Un dossier PCH fait avant 60 ans va pouvoir durer au-delà. Voilà, tout au long de la vie de cette personne. Ce droit est acquis, on va dire, est acquis dans la mesure où il y a une stabilité de l'état du handicap physique. Par contre, on ne peut pas faire une demande de PCH après l'âge de la retraite, sauf si le handicap existait avant et que la demande est faite à ce moment-là, mais normalement, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, on va s'orienter sur d'autres dispositifs comme l'aide personnalisée à l'autonomie, etc. Donc voilà, il faut le savoir parce qu'il y a 24 pages à remplir dans les dossiers MDPH et souvent les gens s'attachent à beaucoup remplir cette partie-là pensant être concernés. Or, quelquefois, ils n'ont effectivement pas l'âge et ne vont pas pouvoir bénéficier de ce dispositif et de cette prestation. Et puis enfin, il y a l'allocation aux adultes handicapés qui peut aussi être demandée au niveau de la MDPH. Ce qu'il faut savoir, c'est une personne qui dialyse va ouvrir des droits dans le cadre du barème, d'un point de vue au barème médical, à l'allocation adulte handicapé. Sauf que cette prestation, c'est une prestation d'aide sociale. Donc, une fois que cette décision est prise au niveau de la MDPH, elle va partir vers la caisse d'allocation familiale qui est le gestionnaire de cette prestation. Et du coup, la CAF, elle, va avoir des exigences de conditions administratives, de conditions financières, puisqu'il s'agit d'une prestation d'aide sociale, prestation de la solidarité. Donc, il y a des conditions de ressources qui sont bien précises et qui sont dans les barèmes de l'aide sociale, hein, dans les minima sociaux, voilà, pour être un peu plus précise. Juste une petite précision sur l'allocation aux adultes handicapés. En fait, la CAF, elle va, si la personne a travaillé au cours de sa vie ou dans un délai relativement court, la CAF va demander à la personne de faire une demande d'invalidité auprès de la Caisse de sécurité sociale, puisqu'en fait, si la personne a des droits ouverts à l'invalidité, elle touchera d'abord sa pension et l'allocation adulte handicapé sera calculée en fonction du niveau de la pension et donc diminue d'autant. Voilà. Tout à fait. Ça reste une prestation qui est très difficile à manipuler. Elle est très importante parce qu'elle va permettre de compenser dans des situations de vulnérabilité sociale. Hein, je le précisais, hein, c'est le minimum social, mais il y a une énorme complexité dans la mise en place et dans la gestion de cette prestation par la caisse d'allocation familiale. C'est extrêmement technique. Il y a des possibilités de cumul et quelquefois, ces cumuls, lorsqu'on change de dispositif, ne sont plus possibles. Donc, ça peut être vécu quelquefois comme très injuste, hein, puisqu'elle va se mettre en place dans des conditions. Elle ne va plus se mettre en place à un moment de la vie, tout simplement parce qu'on prend en compte le quotient familial, que les enfants ont 20 ans et que du coup, s'ils travaillent, ne font plus partie de ce quotient familial. Et du coup, voilà, elle reste précaire dans sa mise en place quelquefois et elle a besoin de beaucoup d'accompagnement. Il ne faut pas hésiter
à aller vers les assistantes sociales qui pourront bien aider à se débrouiller dans la complexité de sa mise en place et de son droit. Le statut de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé peut-il être demandé afin de bénéficier de conditions de travail plus souples, comme par exemple aménagement d'horaire, suivi par la médecine du travail renforcée? Si oui, à quel stade? Celui de la dialyse ou avant? Je peux essayer de répondre. Je pense que oui, normalement, la RQTH va faciliter l'aménagement des conditions de travail. Ce qui est très important dès qu'on a un problème, et ça, quel que soit le stade de la maladie, en fait, hein, ça peut être avant la dialyse. Souvent, les gens sont fatigués avant le stade de la dialyse et parfois plus qu'à partir du moment où ils sont dialysés. Mais là, ils auront besoin d'aménagement d'horaire à cause de la dialyse. Mais ce qui est très important dans ce contexte-là, c'est de voir le médecin du travail. Il n'y a pas forcément besoin d'être reconnu travailleur handicapé pour voir le médecin du travail. On peut voir le médecin du travail dès qu'on sent qu'il va y avoir des difficultés par rapport à la reprise ou à la poursuite de l'activité professionnelle en cours. Et pour compléter l'intervention de Sylvie, on a, j'ai envie de dire, l'employeur a une obligation de se donner les moyens d'aménager au mieux le poste de travail dans la mesure où dans son entreprise, il y a la possibilité d'être orienté sur un autre poste. Par exemple, alors ça c'est théorique, hein, et c'est vrai que, mais il doit en tout cas se justifier s'il n'y arrive pas. Hein, on a quand même des critères qui vont essayer d'encourager au maximum cet employeur. Après, la réalité économique, malheureusement, vient un peu impacter sur le joli message que donne la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, parce que si ça impacte sur la rentabilité, ça peut être aussi un argument de l'employeur. Donc, voilà. Il faut toujours essayer, il faut toujours passer par le médecin du travail qui doit être un partenaire, et je sais que il peut quelquefois être vécu comme un allié de l'employeur. Je crois qu'il faut, Sylvie, tu me diras si tu es d'accord, mais ça reste un médecin avant tout qui a le secret médical, qui n'a pas à donner d'éléments sur la situation et qui a clairement choisi son camp, c'est celui du salarié. Voilà. Oui, je suis d'accord. Après, il peut y avoir des vécus difficiles de contact avec les médecins du travail, mais effectivement, le rôle du médecin, enfin, le médecin du travail est soumis au secret médical, donc il ne donnera jamais d'éléments médicaux à l'employeur. Par contre, il va donner des pistes, des préconisations par rapport à la manière dont la poursuite de l'activité professionnelle devra se faire. Et effectivement, les préconisations du médecin du travail peuvent être trop restrictives pour l'employeur qui, à ce moment-là, dira qu'il n'a pas de poste à fournir aux salariés et peut le licencier pour inaptitude à son emploi dans l'entreprise ou à tout emploi dans l'entreprise, pas forcément une inaptitude définitive à tout travail ailleurs. Pouvez-vous préciser ce qu'est l'invalidité et la pension associée, ainsi que ces différentes catégories? Et alors, je ne parle que du régime général, hein, parce que c'est différent chez les fonctionnaires, c'est un peu différent aussi chez les salariés, enfin pas chez les salariés, chez les indépendants. En tout cas, en termes de régime général, pour le régime général de l'assurance maladie, on est considéré comme invalide si, soit après un accident, soit après une maladie d'origine non professionnelle, la capacité de travail ou de gain est réduite de 66%. Ça, c'est la définition, c'est-à-dire des 2/3. C'est la définition donnée par les textes. En fait, ça signifie que si la personne n'est pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale des travailleurs de la même catégorie et travaillant dans la région, on pourra décider de cette invalidité.
Alors, c'est très compliqué comme définition, mais finalement, le médecin conseil de l'assurance maladie va considérer l'état de santé de la personne. C'est une prestation médicale hein, qui aboutit à une décision administrative, mais au départ, c'est médical. On va juger de la capacité de la personne à poursuivre une activité professionnelle. Alors, il y a 3 catégories d'invalidité. La première catégorie est réservée aux gens pour qui on pense qu'effectivement, ils ont un certain niveau d'incapacité, mais ils sont en capacité de travailler, enfin de faire un travail allégé. Généralement, c'est à temps partiel. La catégorie 2 est réservée aux gens pour qui sont considérés comme dans l'incapacité d'avoir la même incapacité de travail que dans la catégorie 1, mais avec une impossibilité totale de travailler. Ceci dit, il y a un petit bémol à ça, c'est pas parce qu'on est en invalidité qu'on a une interdiction de travailler. Il y a des gens qui peuvent travailler, par exemple, 1 jour par semaine ou reprendre une activité différente de leur activité, de l'activité qu'ils avaient au moment où ils ont été mis en invalidité. Ils ont le droit de le faire. Il faut savoir que la caisse d'assurance maladie va demander tous les 3 mois ou même plus fréquemment parfois aux gens qui bénéficient de l'invalidité, quelles sont leurs sources de revenus propres. Hein. Là, c'est contrairement à l'allocation adulte handicapé, on ne prend pas en compte le revenu du foyer. On prend en compte uniquement le revenu de la personne. Et donc, en fonction de la réponse qui sera donnée, si la personne a repris une activité rémunérée, la pension sera réadaptée en fonction. Elle peut même être suspendue si la personne a repris une activité à temps complet avec un salaire équivalent au salaire qu'elle avait auparavant. Et à ce moment-là, c'est vrai personnellement, je conseillais toujours aux gens jeunes d'éventuellement demander la suppression de cette invalidité parce qu'il faut savoir que si on ne la supprime pas médicalement à ce moment-là, elle va continuer à courir, elle ne sera pas versée, mais les gens seront toujours considérés comme en invalidité. Et s'ils ont à nouveau un problème qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler, on risque de repartir sur cette invalidité-là. Et du coup, de ne pas en prendre en compte pour le calcul de l'invalidité tous les salaires qui auront été versés, et toutes les cotisations qui auront été versées entre-temps. Je n'ai pas parlé de la catégorie 3, mais la catégorie 3 est réservée aux gens qui sont dans la situation de la catégorie 2, mais qui, en plus, ont un handicap physique qui fait qu'ils sont dans l'incapacité de réaliser les actes essentiels de la vie, se lever, s'habiller, se laver, manger, etc. Ça peut être quelqu'un qui est tétraplégique, paraplégique. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont en catégorie 3 et qui travaillent. Donc la pension, le supplément de pension qui est versé pour la catégorie 3 leur reste versé alors qu'on peut avoir une diminution de la pension d'invalidité s'ils ont un salaire. Voilà, alors pour ce qui concerne le calcul de la pension d'invalidité, elle est calculée sur les 10 meilleures années de cotisation de la personne. Et pour la catégorie 1, elle est basée sur le plafond de la sécurité sociale. 30% on verse 30% de ce plafond. Et pour la catégorie 2, c'est 50% du plafond. Donc, c'est quand même pas faramineux. Après, les complémentaires santé peuvent, enfin les prévoyances plus exactement, ce n'est pas les complémentaires santé, la prévoyance de l'employeur peut verser un complément qui peut permettre d'avoir quand même un niveau de vie correct. Voilà. Et la catégorie 3, en fait, c'est un supplément à cette pension. Anne, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Oui, alors peut-être préciser un peu concrètement comment ça peut se mettre en place. C'est vrai que la personne peut être en arrêt maladie, envisager une reprise de travail. Du coup, je vais peut-être devancer une autre question sur le temps partiel thérapeutique, mais vous allez comprendre pourquoi. On va reprendre à temps partiel parce que peut être mis en place effectivement le traitement de suppléance et cette situation permettra d'observer la reprise de travail à temps partiel. Le temps partiel thérapeutique étant une prolongation d'arrêt de travail. Mais on reviendra peut-être plus précisément dessus. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas durer dans le temps.
Hein, il va être effectivement décidé, et Sylvie reprécisera, c'est une décision du médecin conseil. Et à l'issue de ce temps partiel, il peut effectivement y avoir une décision de pension d'invalidité, par exemple première catégorie, parce que la personne, avec la mise dans, soit parce que sa pathologie l'impose, soit parce que la contrainte horaire du traitement est vraiment très présente sur le temps de travail, et du coup le temps partiel s'impose un petit peu. Moi, je sais qu'à ce moment-là du parcours, on va essayer de voir quand même si on ne peut pas aussi mettre en place l'indemnité compensatrice de perte de salaire, hein, qui est une prestation supplémentaire aussi versée par la sécurité sociale et qui va permettre de garder cette activité à temps partiel. Et toute absence, on va dire, tout temps vaqué pour raison de dialyse sera indemnisé. Hein. Alors, il faut avoir une capacité de travail, c'est-à-dire on va travailler sauf les moments de dialyse. Hein. Donc, c'est plus qu'un mi-temps. C'est pas toujours facile à mettre en place et à garder dans le temps. Mais cette prestation a un énorme avantage, c'est qu'elle dure dans le temps, aussi longtemps qu'on dialyse. Et elle est quand même, c'est vraiment la perte effective de salaire. Alors, comme le précisait Sylvie, c'est plafonné sur le plafond de la Sécu. Hein, le plafond doit être à 3400 quelques 80, je dirais. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, je ne dois pas être très, très loin. Et ça veut dire qu'on peut réussir à jongler en limitant la perte de salaire, en limitant trop tôt la mise en place d'un dispositif qui va durer dans le temps. On a vu, et Sylvie nous l'a précisé, de la pension d'invalidité, hein, où à ce moment-là, il faudrait penser à l'annuler si on la demande un peu jeune, parce que 10 meilleures années de travail, il faut les avoir, hein, sinon c'est au prorata de ces années-là. Voilà, donc du coup, ce dispositif-là, il est quand même dédié aux gens qui dialysent. Il existe depuis 1978. Il est quand même beaucoup utilisé, hein, par les personnes. Et surtout, il a un énorme avantage, c'est qu'il évite de modifier le contrat de travail. Hein, c'est-à-dire que c'est une suspension de contrat de travail. On reste, par exemple, à temps complet. Ce ne va pas être le cas lorsqu'on passe en invalidité. Par exemple, si on est en invalidité première catégorie, on va modifier son contrat de travail. Hein, c'est-à-dire que si on passe à temps partiel, eh ben on a un contrat de travail à temps partiel. Donc, ça peut être quelque chose qui a du sens, mais c'est vrai qu'au fil de sa carrière, on peut à un moment donné, et c'est souvent le cas, on est greffé, on peut être greffé sur de nombreuses années et souhaiter reprendre une activité à temps plein. Et là, on ne peut pas imposer à l'employeur de repasser à temps plein. Hein. Voilà, j'ai envie de dire que c'est un petit détail, j'ai envie de dire, juridique, mais qui n'est quand même pas anodin dans le parcours professionnel d'une personne atteinte d'une maladie rénale. Pour la deuxième catégorie, et c'est très important de préciser ce qu'a précisé Sylvie, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en invalidité deuxième catégorie qu'on ne peut pas travailler. C'est tout à fait possible. Après, il y a juste cette histoire de vase communicant, hein, c'est-à-dire que si on dépasse, il y a un salaire de comparaison, hein, un salaire, on va dire, moyen qui a été validé par la sécurité sociale et calculé par la caisse, hein, et qui correspond à son parcours de travailleur. Ce salaire de comparaison, dès qu'il est dépassé, pension plus activité professionnelle cumulée, la pension, elle va être diminuée, voire suspendue si on a une activité à temps plein. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on a une pension, ni première, ni deuxième catégorie, que c'est un obstacle à réaugmenter son temps de travail à un moment de la vie où c'est nécessaire. La précision de Sylvie, elle est très importante sur l'annulation de la pension, mais elle a été très précise, donc je ne reviendrai pas dessus. J'aurais juste une précision sur la majoration, moi ce que j'appelle la majoration tierce personne, cette fameuse pension d'invalidité. Cette pension d'invalidité troisième catégorie, c'est souvent une pension deuxième catégorie auquel on va ajouter une majoration tierce personne. Ah oui. Et si la pension d'invalidité est imposée sur le revenu, ce n'est pas le cas de la majoration tierce personne.
Hein, voilà, c'était peut-être un peu une vision de ce que je rencontre dans le parcours des personnes que j'accompagne. On n'a pas vraiment dit comment on arrivait à ce niveau-là. En fait, il y a plusieurs façons d'arriver au stade de l'invalidité. Il y a, comme elle l'a dit, la reprise du travail à temps partiel ou thérapeutique, puis le fait qu'on ne peut pas reprendre à temps plein pour une raison, en raison de son état de santé. Il y a aussi la possibilité de faire une demande directe. C'est-à-dire que le patient remplit un document CERFA qu'on trouve sur le site Amélie et il demande la validité. Ça peut être fait directement sans même passer d'ailleurs par un certificat médical du médecin. Bon, le plus souvent, le médecin fait un certificat médical, hein, mais il n'est pas indispensable. De toute façon, il faudra que le patient remplisse que l'assuré remplisse le document CERFA de la caisse pour que sa demande soit prise en compte. La demande peut aussi être faite, et là c'est un peu assez surprenant pour les gens, la demande peut être faite aussi directement par la personne ou par son médecin alors qu'il est en arrêt de travail. Et c'est vrai que les caisses ont un courrier type qu'elles adressent aux gens en leur disant « Vous n'avez pas à demander l'invalidité, c'est le médecin conseil qui décide ». Mais en fait, cette demande, elle va quand même être transmise au médecin conseil par les services administratifs de la caisse et le médecin conseil la traitera et généralement convoquera, enfin hors période Covid, convoquera le patient pour savoir ce qu'il en est et éventuellement attribuer la validité s'il estime justifiée. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé d'attendre le délai de 3 ans. Et d'ailleurs, souvent, les caisses, les services médicaux des caisses coupent en fait l'arrêt de travail avant la fin des 3 ans si le médecin conseil estime que de toute façon, la personne ne reprendra jamais à temps plein, voire jamais son travail. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre les 3 ans. Et donc, on appelle ça stabiliser l'arrêt de travail de la personne. On stabilise et on passe en invalidité. Je suis dialysée. Mon employeur a refusé mon mi-temps thérapeutique et je suis donc en arrêt de travail depuis. En fait, il se peut que la chose ait été mal présentée à l'employeur. D'abord, il ne faut pas parler de mi-temps thérapeutique. En fait, il s'agit d'un temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler, par exemple, par demi-journée. Ça peut être gênant dans l'organisation d'une entreprise. Ça peut être, en fait, je travaille 2 jours par semaine ou 1 jour sur 2. Et parfois, c'est mieux accepté par l'employeur. De plus, le mieux avant de démarrer un temps partiel thérapeutique, c'est de prendre contact avec le médecin du travail pour ce qu'on appelle une visite de pré-reprise qui pourra préparer le terrain pour la mise en place du temps partiel thérapeutique. Voilà, je pense qu'il faut surtout dire ça. Alors là, je parle toujours du régime général, hein, je connais moins le régime des fonctionnaires. Je pense que Anne, tu peux peut-être préciser le régime des fonctionnaires. Oui, et peut-être aussi, alors juste une petite précision sur ce qu'on rencontre sur le terrain concernant le temps partiel thérapeutique. Je suis d'accord, c'est une déformation de vocabulaire. Il y a quand même un gros vide juridique sur le temps partiel thérapeutique. L'employeur n'a aucune obligation à le mettre en place. En fait, il n'y a rien de précisé vraiment par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il arrive que des personnes soient assez surprises de ça en disant mon employeur, je lui ai dit qu'il n'avait pas le choix. Si, il peut décider de ne pas mettre en place le temps partiel thérapeutique, argumenté ou pas, malheureusement. Hein, on n'a pas la possibilité de se rapprocher du droit du travail pour protéger la personne de ça. Et voilà, ce vide juridique est un peu un écueil dans sa mise en place parce que, alors moi j'ai rarement vu des temps partiels thérapeutiques pas mis en place. La seule fois où j'ai été confrontée, ça va être des gens qui ont des emplois où c'est pas possible de s'absenter sur une demi-journée
ou même sur plusieurs fois dans la semaine. Je pense à des gens qui ont une activité de coiffure, mais quelquefois, ça peut être des décisions extrêmement arbitraires. Et une fois, c'était la personne qui était concernée était clerc d'avocat, et c'est son employeur était un avocat, et il lui a rappelé qu'il n'avait aucune obligation de le mettre en place. Voilà. Donc, voilà, les personnes peuvent être confrontées à ça. On ne peut pas faire grand-chose. On n'a en tout cas on n'a pas d'argument autre que d'encourager, comme l'a dit Sylvie, à passer par le médecin du travail pour sa mise en place. Pour les fonctionnaires, c'est un petit peu différent. Les fonctionnaires, le mi-temps thérapeutique, donc là, vous avez compris, au régime général, le temps partiel thérapeutique, c'est une prolongation d'arrêt de travail. Donc, on va dire que c'est un arrêt de travail. On va toucher les indemnités journalières. Et puis, comme on travaille à temps partiel à côté, on touche son salaire. Donc, on n'a pas de perte de salaire, mais on est en arrêt de travail. On use des indemnités journalières. Chez les fonctionnaires, le mi-temps thérapeutique va se mettre en place jusqu'à 1 an dans toute la carrière sur une pathologie et ses conséquences. Donc, ça, ce n'est pas évident parce que dans un parcours professionnel, 1 an, ce n'est pas beaucoup. Il va falloir souvent jouer stratégique sur la mise en place de ce mi-temps thérapeutique, parce que pour le coup, ça s'appelle mi-temps thérapeutique, parce qu'il a aussi un énorme avantage. Si on l'utilise pendant 1 an, c'est comme si on avait repris son travail 1 an à temps complet. Je ne sais pas si c'est une notion que vous avez, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le droit à 3 ans d'indemnité journalière au régime général, et chez les fonctionnaires, on a quelque chose d'équivalent. On va dire que ça s'appelle le congé longue maladie. C'est le congé qui va être dédié aux gens atteints d'une affection liste et qui pourront avoir 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Mais une fois qu'on a usé ces 3 ans d'un côté ou de l'autre, régime général ou régime fonctionnaire, on est au bout des droits. Et pour réouvrir des droits, il faut reprendre au moins 1 an à temps complet. Et du coup, chez le fonctionnaire, comme le mi-temps thérapeutique est considéré comme une reprise à temps complet, si à l'issue d'une fin de droit ou d'une grosse utilisation de ce congé longue maladie, on utilise ce mi-temps thérapeutique en entier pendant 1 an, on va réouvrir des droits à congé longue maladie. Donc, souvent, les personnes, je vais leur conseiller, lorsqu'il y a la mise en place d'un traitement de dialyse, de plutôt que d'utiliser ce mi-temps thérapeutique trop tôt dans leur histoire, dans leur parcours, ça sera de peut-être privilégier le congé longue maladie fractionné. Je pense que les gens qui sont fonctionnaires, c'est un vocabulaire qu'ils connaissent bien. On utilise des bouts de congé longue maladie pour s'absenter pour raison de dialyse. Donc, on va dire que sur une année, on va utiliser 2 mois et demi, à peu près 3 mois de congé longue maladie pour ces absences liées à la dialyse. Et comme quand on utilise le congé longue maladie de façon fractionnée, on peut ouvrir droit à une 4e année. Voilà. Ça, c'était pour préciser toujours un petit peu l'attention que nous, on va avoir sur l'utilisation des dispositifs à bon escient au bon moment. Parce que la maladie rénale, elle va parcourir tout le parcours professionnel en même temps. Et il faut que ça se passe le mieux possible avec le moins de pertes de salaire, le moins de répercussions sur la retraite. Et du coup, toutes ces vigilances-là, nous, ça va être notre rôle de travailleurs sociaux, d'assistants sociaux dédiés, de pouvoir bien donner tous ces éléments de compréhension pour que la personne prenne la décision la plus adaptée à sa situation. Juste une précision, au régime général, c'est pareil. Si la personne retravaille plus d'1 an à temps partiel thérapeutique, c'est une reprise de travail, ça rouvre des droits à 3 ans. Parce que la personne… Parce que la personne, s'il n'y a pas eu d'interruption de la reprise, du temps partiel, s'il n'y a pas eu de nouvel arrêt de travail temps complet, admettons par exemple qu'il y ait eu un arrêt de travail de, je ne sais pas, quelques mois
à temps complet, puis une reprise à temps partiel thérapeutique pendant, je ne sais pas moi, 12 mois, 13 mois, on va dire. S'il y a un nouvel arrêt de travail à temps complet après ces 13 mois, c'est une nouvelle période de 3 ans qui s'ouvre. C'est d'ailleurs pour ça que les caisses, les services médicaux des caisses, voient les gens dans les 6 premiers mois d'un arrêt de travail, dans un temps partiel thérapeutique, pour mettre les gens en invalidité. Parce qu'en fait, l'injonction de la Caisse nationale, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est d'éviter que les gens se rouvrent 3 ans de droit à l'arrêt de travail après le temps partiel. Et donc, généralement, les gens qui sont à 6 mois de temps partiel thérapeutique, ils sont vus, stabilisés et mis en invalidité catégorie 1. Et ça, je sais que c'est un gros problème rencontré par les assistantes sociales des services de dialyse. Puisqu'en fait, souvent, les gens qui travaillent, ils sont inscrits sur des listes d'attente de greffe. Et parfois, le problème, c'est que la greffe arrive un petit peu trop tard ou par rapport à cette reprise de travail à temps partiel et que les gens se retrouvent en invalidité alors qu'ils sont, après leur greffe, aptes à reprendre un temps complet. Ce qui est un problème. C'est là qu'il ne faut pas oublier de demander la suppression de l'invalidité d'ailleurs. Je suis très fatiguée, en insuffisance rénale chronique, stade 4, limite 5. Je souhaite prendre un mi-temps thérapeutique préconisé par mon médecin traitant et la médecine du travail. Mon employeur, pourtant conciliant face à ce mi-temps thérapeutique, m'interdit la pose de congé. Quels seraient les recours possibles ? Comment aborder le sujet avec mon employeur pour faire valoir mes droits ? Déjà, c'est illégal de refuser des congés. Enfin, je pense que Anne va pouvoir me compléter, mais pour moi, c'est illégal de refuser des congés à un salarié s'il y a droit, et ce n'est pas le temps partiel thérapeutique qui va justifier un refus de congé. Le salarié, il a toujours les mêmes droits de congé. Alors peut-être que ça diminue un peu parce que c'est fonction du nombre de jours travaillés, mais sinon, il n'y a pas de raison. Donc le recours, c'est les syndicats, je pense. Enfin... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est surtout l'argument de l'employeur qui est surprenant, c'est de ne pas avoir le droit à des congés. En fait, je pense que c'est peut-être une mauvaise interprétation de sa part. Il faudrait peut-être le rappeler. La personne, quand elle est à temps partiel thérapeutique, elle n'est pas en congé, elle est malade. Et elle se repose du temps de travail parce qu'elle a besoin de ce repos. Donc, et de toute façon, c'est illégal de refuser des congés à un salarié. Si c'est ça l'argument. Sauf oui, bien sûr, si c'est l'argument. Mais même si ce n'est pas l'argument, non, enfin, je ne sais pas, un salarié a droit à ses congés. Après, il ne peut pas les prendre n'importe quand. L'employeur va dire qu'il est d'accord pour telle date et pas pour telle autre. Mais ça, c'est autre chose. Là, on nous parle, mais après, il faudrait connaître le cas plus précisément, mais on nous parle de refus de congé. Donc, l'argument avancé, effectivement, n'est pas le bon. Par contre, si c'est pour des raisons de service ou d'organisation de travail, l'employeur peut ne pas être d'accord avec la période de congé demandée. Quels sont les grands principes et différences concernant l'arrêt maladie selon le statut de notre employeur ? Donc, au régime général, le congé maladie peut être d'une durée maximale de 3 ans. Souvent, la première période, on va prendre, ce qui concerne l'ALD, le premier arrêt maladie en rapport avec cette affection longue durée, et on va partir effectivement sur 3 ans, date à date. Alors, quelquefois, les gens sont un peu déboussolés parce que entre ces deux dates, il peut y avoir des longs arrêts et des reprises. Ce n'est pas bout à bout. C'est date à date. Ce n'est pas parce que pendant 6 mois, sur cette période de 3 ans, on n'a pas été en arrêt de travail qu'on va récupérer ces 6 mois. Chez les fonctionnaires, en fait, il existe 3 types de congés chez les fonctionnaires. Le congé maladie simple, on va dire, voilà, qui ne justifie pas d'une pathologie en particulier. On a la grippe, on est malade, on a besoin, le médecin nous prescrit un arrêt de travail. Ce congé maladie simple va être 3 mois à plein traitement,
9 mois à demi-traitement. Il y a ensuite le congé longue maladie. Le congé longue maladie, c'est le congé qui va vraiment concerner les personnes atteintes d'une pathologie rénale parce qu'il va se mettre en place dans le cadre d'une affection liste la plupart du temps. Hein. Du coup, ce congé longue maladie, c'est 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Vous avez compris, tout à l'heure, j'ai précisé qu'il pouvait être utilisé de façon fractionnée pour raison d'absence de dialyse, en dialyse. Hein. Et il existe un 3e congé, ça s'appelle le congé longue durée. Le congé longue durée va concerner 5 pathologies dont ne fait pas partie la maladie rénale. C'est historique, la mise en place de ce congé. Il y a la tuberculose, la poliomyélite, le cancer, la maladie psychiatrique et avait été effectivement ajoutée à la période du sida, effectivement, cette pathologie. Du coup, c'est vrai que souvent les gens nous sollicitent pour ce congé, pensant pouvoir ouvrir des droits, mais effectivement, il faut avoir une de ces 5 pathologies ou traverser une de ces 5 pathologies pour ouvrir des droits. Et effectivement, là, c'est 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Quand je parle de demi-traitement, on est effectivement en perte, on peut imaginer une perte de salaire. La plupart du temps, l'emploi dans la fonction publique, il y a une proposition de prévoyance quand on rentre dans son emploi. Et cette prévoyance va prévoir de compléter, sous certaines conditions, partiellement ou totalement, la perte de salaire pour permettre un maintien. Si on ne l'apprend pas, parce souvent les gens l'associent à la complémentaire santé. Hein, souvent, c'est la même complémentaire santé, prévoyance. Et le gros risque de solidariser de cette couverture, c'est que au moment du passage à demi-traitement, si on a quitté cette prévoyance, du coup, on ne va pas pouvoir avoir ces compléments. Il va y avoir des compléments très différents. On est fonctionnaire enseignant, c'est la MGEN, on travaille à l'hôpital, ça va être par exemple la MNH, enfin, c'est des choses qui vont vous parler. Quelquefois, il peut y avoir d'autres types de compléments associés à ces prestations. Je pense au CGOS pour les gens qui sont qui travaillent en milieu hospitalier. On n'a pas précisé que les indemnités journalières de la sécurité sociale correspondaient à 50% du salaire brut. Hein, en tout cas, calculé, on va dire en moyenne, calculé en général à l'issue des 3 mois. Ça correspond aux 3 mois avant l'arrêt de travail. Hein, ils vont être calculés là-dessus. C'est 50% du salaire brut. C'est-à-dire que si on a un employeur qui ne complète pas par le maintien dans l'emploi ou pour les 3 premiers mois un maintien de salaire par l'employeur, effectivement, il peut y avoir une énorme chute de revenus parce que tous les employeurs n'ont pas ou les conventions collectives ne prévoient pas forcément de couvrir ce risque. Il y a aussi autre chose. Au-delà de 6 mois d'arrêt, il y a de nouvelles conditions pour ouvrir des droits aux indemnités journalières. Et ces conditions, si elles ne sont pas remplies, vont obligatoirement provoquer un arrêt de l'indemnisation. C'est-à-dire que si on n'a travaillé que 3 mois et pas du tout les mois, voire les années avant, on ne va pas ouvrir des droits aux indemnités journalières après 6 mois. Voilà, c'est vrai que ça peut être très violent, surtout pour les jeunes qui commencent à travailler et qui effectivement vont se retrouver à avoir une rupture de droit aux indemnités journalières parce qu'ils n'en relèvent pas. Alors, je ne vous donne pas exactement les conditions, le nombre d'heures travaillées dans le trimestre ou dans l'année précédente, mais en tout cas, voilà, il faut avoir notion de cette réalité-là. Peut-être préciser dans le cadre du calcul dont je vous ai parlé concernant les 50% du salaire brut, ce salaire brut est quand même plafonné au plafond de la sécurité sociale. Est-ce qu'après 2 greffes, je peux partir à la retraite avant l'âge de 62 ans? Alors, pour partir en retraite, on va dire en retraite anticipée, hein, donc avant 62 ans,
Et si on est atteint effectivement d'une incapacité permanente d'au moins 50% reconnue par la MDPH, il faudra quand même justifier d'une certaine durée de reconnaissance du handicap. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu brouillon. Et il va falloir être reconnu dans ce handicap sur une période minimale d'assurance retraite. En un mot, il y a une part minimale à donner qui va donner lieu à cotisation pour pouvoir ouvrir des droits à cette retraite anticipée. Et il y a tout un tableau qui doit être proposé, je pense, sur le site, sur les sites dédiés, hein, et je pense au site peut-être de la CARSAT, qui va préciser selon l'âge de naissance, enfin selon l'année de naissance, le droit va être différent. Hein. On va attendre un certain nombre minimal de cotisations dans la reconnaissance du handicap pour pouvoir prétendre à la retraite. Alors, ça va démarrer à 55 et selon l'âge de naissance, effectivement, on va remonter comme ça jusqu'à 62 ans pour les plus jeunes. Juste faire une petite remarque, c'est que lorsqu'on a une insuffisance rénale jeune, finalement, on peut ne pas avoir envie de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou une carte d'invalidité parce qu'on ne se sent pas invalide, qu'on se trouve trop jeune pour ça. Mais en même temps, ça peut être utile, si on se projette sur l'âge de la retraite, ce qui est compliqué quand on a 30 ans, par exemple, mais n'empêche que ça peut être utile sur le long cours, le long terme, par rapport à cet aspect-là de la retraite anticipée. Faut quand même, quand on est malade jeune, on a quand même plus de risques que ça soit un peu compliqué en fin de carrière, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça et c'est vrai que c'est pas facile à aborder parce que ça a un côté un peu stigmatisant. Mais effectivement, cette reconnaissance, on le voit, peut être très importante au moment, en fin de carrière, pour pouvoir effectivement ouvrir ce droit. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle la retraite pour inaptitude médicale. Du coup, elle est demandée, par exemple, si à 62 ans, on n'a pas tous ces trimestres, on peut demander, et qu'on aurait souhaité travailler plus longtemps, mais que l'état de santé ne va pas le permettre, on peut effectivement demander une retraite pour inaptitude médicale. Il y a aussi la possibilité de faire une demande de retraite pour inaptitude. Et cette retraite pour inaptitude peut permettre si on est reconnu inapte au travail au moment de cette déclaration de retraite, va permettre effectivement un taux plein du versement de la retraite. Alors, soit par l'inaptitude, et je laisserai Sylvie préciser de quoi il s'agit et qui en prend la décision. Elle peut aussi être décidée par le simple fait d'être bénéficiaire, par exemple, d'une carte d'invalidité à 80%. Oui, pour préciser cette inaptitude, alors le terme, une fois encore, peut prêter à confusion parce que vous pouvez être déclaré inapte par le médecin du travail. On en a parlé en début de discussion, là, mais là, ce n'est pas cette inaptitude-là. C'est une prestation qui est donnée par effectivement la CARSAT, l'organisme de retraite, mais c'est soumis au médecin conseil de l'assurance maladie. Donc, c'est le médecin conseil de l'assurance maladie qui va déterminer si une personne est inapte au travail pour permettre un départ à la retraite. Alors, c'est à 62 ans. Et en fait, la définition est légèrement différente de celle de l'invalidité, puisqu'en fait, c'est une prestation qui est un petit peu similaire à l'invalidité. Sauf que là, en fait, c'est une incapacité de 50% et pas des 2/3. Donc, c'est plus large, quoi. C'est moins exigeant au niveau du critère. Et donc, en principe, on est la plupart on peut être convoqué au service médical pour juger de cette inaptitude. Ces dernières années, c'est quand même beaucoup décidé sur pièce, c'est-à-dire sur dossier.
Donc, c'est très important. Il y a un dossier qui est donné par la CARSAT que le médecin traitant doit remplir. Donc, c'est très important de demander au médecin traitant de le remplir de façon précise pour que le médecin conseil puisse prendre sa décision rapidement et sans forcément faire venir le patient au service médical. Je suis dialysée depuis 3 mois en arrêt maladie sur la même période. J'ai tous mes trimestres et je peux donc partir à la retraite, mais je ne le souhaite pas. Puis-je rester en arrêt maladie en attendant la greffe ou mon employeur risque de m'imposer de prendre ma retraite? Alors, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié de prendre sa retraite. Par contre, pour une pathologie sévère comme l'insuffisance rénale, c'est vrai qu'il y a un risque, peut-être pas au bout de 3 mois, mais au bout de 6 mois ou en fonction de la reprise à temps partiel, que le salarié soit convoqué au service médical de l'assurance maladie et il y a un risque que le médecin conseil dise « Vous avez l'âge de la retraite, votre état me paraît stabilisé, il faut que vous demandiez votre retraite. » Parce que nous, on ne va pas financer, enfin, on ne va pas continuer l'arrêt de travail, on ne permettra pas à l'arrêt de travail de se poursuivre pendant les 3 ans. Ça, si la personne a un état de santé stabilisé, si c'est quelque chose d'évolutif, ça peut être différent. En principe, on ne peut pas stabiliser quelqu'un dont l'état de santé évolue. On peut peut-être préciser lorsque on est par exemple bénéficiaire d'une pension d'invalidité au moment de l'âge de la retraite et qu'on a, on continue de travailler, on peut continuer de percevoir cette pension au-delà de 62 ans, dans la mesure où on passe les 62 ans en activité professionnelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par contre, si on ne travaille pas à ce moment-là, la retraite sera automatiquement faite, sans même qu'il y ait de demande d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on demande, ou plus exactement, on demandera à la personne, ça c'est la CARSAT qui écrira à la personne pour lui demander de prendre sa retraite, enfin de faire son dossier de retraite, parce que de toute façon, l'invalidité ne sera plus versée à partir de la date anniversaire, enfin à partir des 62 ans de la personne. Ma retraite a été calculée sur la base des trimestres effectivement cotisés, donc hors arrêt maladie lié à la dialyse et à la greffe. Existe-t-il un dispositif de compensation sur le calcul du montant de la retraite pour les trimestres non cotisés en raison d'absence en longue maladie? Non, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. Puis-je, de moi-même, demander un rendez-vous avec le médecin du travail sans passer par mon employeur? Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. C'est possible et je dirais même que c'est possible dans la confidentialité. Je suis dialysée depuis l'été 2021. Puis-je obtenir une aide à domicile? J'ai 70 ans. Je suis greffée depuis 6 mois. J'ai du mal à faire mon ménage. Puis-je avoir une aide ménagère? Alors, concernant les dispositifs permettant d'obtenir des aides à domicile, on va peut-être juste préciser que ce n'est pas une prescription médicale et que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a des possibilités de subvention qui sont sous condition tout le temps de ressources et aussi d'âge. On va essayer de répondre à la question de cette personne de plus de 70 ans. Quand on est à la retraite, il existe 2 types de dispositifs permettant d'obtenir des aides, des subventions pour pouvoir aider à payer ces aides à domicile. Soit on est effectivement fatigué, mais pas complètement gêné dans les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire sans avoir une atteinte physique. Il faudra bien retenir cette idée, c'est-à-dire que le critère médical ne va jamais rentrer en compte pour rentrer dans un dispositif et pour y être éligible. Le seul critère qui va rentrer en compte, c'est les conséquences éventuellement de cette pathologie sur l'autonomie quotidienne. Donc, si on a une autonomie quotidienne gênée par la fatigue, mais qui n'empêche pas de gérer les actes de la vie quotidienne, se laver, se lever, se préparer, on va plutôt s'orienter vers les dispositifs des caisses de retraite. Et là, je pense à
à la CARSAT, mais aussi aux caisses publiques, avec le dossier Bien vieillir chez soi, qui va être la possibilité d'interpeller effectivement la caisse de retraite pour une aide financière au paiement de cette aide à domicile. Il faut savoir qu'il y a des plafonds de ressources qui ne sont pas très hauts et que assez rapidement on peut effectivement participer, même quand on est non imposable, il peut y avoir effectivement un reste à charge qui restera effectivement présent. Pour les personnes, alors, dans ce type de dispositif, il y a d'autres possibilités d'aide. Ça peut être l'aide au paiement de la téléalarme, l'intervention. Moi, j'ai l'expérience d'une personne qui a été effectivement très affaiblie, l'intervention pour un gros ménage ou la mise en place de certains dispositifs pour des aménagements. Il y a quand même un panel de possibilités d'aide et c'est l'évaluatrice de la caisse qui va venir à domicile et faire le point sur ces droits-là. En tout cas, dans le département dans lequel j'interviens, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les personnes dont la maladie, le contexte de santé va avoir des implications directes sur l'autonomie. Là, on va rentrer dans un autre dispositif qui est l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA. Toujours un dispositif dédié aux personnes retraitées. Et là, effectivement, de la même façon, un ticket modérateur de participation pour l'aide à domicile va se mettre en place selon les revenus. Là aussi, il y a la possibilité d'aide pour la téléalarme, d'aide pour le portage de repas. Il peut y avoir même une aide financière dans le cadre d'un séjour de répit quand on a besoin ponctuellement de se reposer dans une EHPAD de façon temporaire ou pour soulager les dents. Il y a effectivement beaucoup de dispositifs différents. En sachant que chaque département met toujours un petit peu sa petite patte et du coup, voilà, on peut trouver des choses un peu différentes d'un département à l'autre. L'APA dont je viens de vous parler, c'est une prestation d'aide sociale. On en a parlé tout à l'heure par rapport à l'AAH. Par contre, souvent, ça fait peur, l'aide sociale, on a peur qu'il y ait une récupération sur la succession. Ce n'est pas le cas dans le cadre de l'APA. En tout cas, ce n'est toujours pas le cas. Il en était question, mais ce n'est pas d'actualité actuellement. Pour les personnes qui ne sont pas retraitées, c'est différent. J'ai envie de dire, c'est un peu plus compliqué. On peut, dans le critère à peu près équivalent à la sollicitation des caisses de retraite, solliciter la caisse de sécurité sociale, le comité social de la sécurité sociale pour leur demander une aide financière pour pouvoir payer une aide à domicile. C'est vraiment sous critère de ressources. Les critères et les plafonds sont vraiment très bas et c'est aussi à la discrétion de chaque comité social. Mais il y a aussi là, voilà, selon les revenus, on va rentrer dans telle ou telle demande de participation, de reste à charge. Voilà en ce qui concerne cette possibilité-là. Lorsque, pour un petit peu comparer à l'APA, vous vous rappelez, perte de l'autonomie, des besoins d'aide dans les gestes de la vie quotidienne. Là, on va se rapprocher de la prestation dont j'ai parlé en décrivant et en déclinant les différents dispositifs de la MDPH. On pourra éventuellement solliciter la prestation de compensation du handicap, mais là, il faut être vraiment gêné dans les actes de la vie quotidienne pour pouvoir ouvrir de droit à cette prestation. Pour les personnes ayant des enfants à charge de moins de 16 ans, ça, c'est la caisse d'allocation familiale qui pourra participer toujours sous condition de ressources, avec la possibilité de faire intervenir ce qu'on appelle une travailleuse familiale. Effectivement, ça peut être très, très souvent utile à mettre en place pour lorsqu'on est en difficulté, ne serait-ce que voilà, pour les raisons d'absence, pour raisons de dialyse, la fatigue occasionnée, ça peut être vraiment une aide dédiée aux enfants ou une aide au ménage. Voilà. Alors, juste une petite précision, cette travailleuse familiale, lorsqu'elle est demandée dans le cadre
dans un cadre très spécifique de la protection de l'enfance, par exemple. Alors, là, c'est à côté de notre sujet, mais c'est juste pour préciser que quelquefois, cette travailleuse familiale peut être payée par le Conseil général lorsqu'il s'agit d'une demande, voilà, dans le cadre d'une vulnérabilité autour de l'enfant. Je voudrais juste dire quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec des prestations sociales, mais pour quelqu'un qui a juste besoin d'une aide pour le ménage, il y a quand même le CESU. C'est-à-dire qu'en fait, on paye la personne qui vient faire le ménage et il y a un dégrèvement sur les impôts pour les gens qui ont, par exemple, qui sont imposables mais de façon faible. Ça peut être assez intéressant parce que ça peut supprimer, voire diminuer. En fait, ça donne un avoir, comment on appelle ça? Un dégrèvement d'impôt, en fait. Un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, merci. Soit un dégrèvement d'impôt et soit depuis pas très longtemps, avant ce n'était pas possible, mais la possibilité maintenant, lorsqu'on est non imposable, d'avoir un crédit d'impôt. Alors ça, c'est aussi possible. Le CESU, par exemple, on a parlé de l'APA, il est utilisable aussi, c'est ce qu'on appelle engager quelqu'un de gré à gré, hein, et du coup, le CESU peut être aussi utilisé dans le cadre du dispositif de l'APA. Concernant les prestations de l'APA et l'utilisation des CESU, c'est tout à fait possible dans la mesure où ça a été validé en commission départementale lors de la décision de la mise en place du plan d'aide. Et la personne pourra déduire de ses impôts, une fois déduit la subvention proposée par le Conseil général, le reste à charge à raison de 50%. Voilà. Du coup, oui, effectivement, en tout cas, bien retenir qu'il y a plusieurs possibilités, mais quand même retenir, et c'est quand même souvent un peu compliqué, c'est une participation financière qui peut quelquefois être conséquente quand on atteint les plafonds et qu'on a quelquefois un gros plan d'aide. Il faut savoir, par exemple, nous, dans notre département, la participation, le taux horaire d'une aide à domicile, c'est-à-dire que là, on va raisonner en salaire brut, c'est entre 23 et 25 euros de l'heure. Donc, c'est effectivement pas rien. Alors, heureusement, des dispositifs qui vont permettre à des gens vraiment en grosse fragilité sociale de pouvoir y accéder, heureusement, mais c'est vrai que ça peut quelquefois être un obstacle, je pense, à des jeunes personnes qui sont en accession à la propriété, ont des grosses charges. Les charges ne vont pas du tout rentrer dans le mode de calcul. On prend vraiment le revenu du foyer et effectivement, ça peut souvent, ça peut orienter une décision vers le choix de ne pas embaucher une personne pour les aider à domicile.